Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision K, la télévision africaine pour cette autre sortie de Planet Sport comme tous les mardis, 21h, 22h30. Ici, nous faisons le tour d'horizon de l'actualité sportive de mardi à mardi et entre les deux mardis, beaucoup d'actualités. La première, c'est justement cette nouvelle qui vient de la tanière des Lions. On le sait, depuis le week-end dernier, Patrick Kluivert et Clarence Seedorf ont donc été choisis pour conduire le bateau Lion Indomptable de football du Cameroun. Les auto-camerounais ont annoncé samedi dernier au cours d'une conférence de presse. C'était pour nous dire que le Cameroun vibre désormais sous un nouveau vent. Et dans cette édition, on dira un mot là-dessus. De même qu'on parlera de cette visite d'inspection de la CAF au Cameroun qui a démarré ce matin. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de l'organisation de la CAN par le Cameroun. La CAN 2019, eh bien, on essaiera de comprendre tout à l'heure au cours de cette édition si ou non le Cameroun finira finalement par arbitrer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi, nous parlerons et beaucoup d'ailleurs de handball avec ce tournoi jeune qui se prépare. Mais en plat de résistance ce soir, mesdames et messieurs, on questionnera le sport de haut niveau, le contentieux au niveau du sport de haut niveau et davantage la carrière de ces sportifs et sur le plateau des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs de haut niveau et naturellement notre consultant Pinongba comme tous les mardis soirs. Merci de nous faire confiance, merci de faire confiance à la télévision de l'Afrique. On prend juste un rideau, on déroule le tapis rouge à nos invités déjà confortablement installés. Nous allons donc les accueillir au fur et à mesure. Je voudrais tout d'abord introduire un champion du monde de bodybuilding. Il est avec nous ce soir. Il est par ailleurs champion du monde de Monsieur Univers, mais il a également dans son palmarès 30 compétitions au niveau international. Je vous introduis tout de suite maintenant, elle est parmi nous, Anthony Bessala. C'est un Camerounais naturellement et qui est venu nous rendre visite depuis quelques semaines au Cameroun. On a pensé qu'il fallait saisir cette occasion pour qu'il dise aux jeunes Camerounais qui voudraient faire comme lui, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre, comment est-ce qu'ils doivent se comporter quand ils seront en club, comment est-ce qu'ils se comporteront quand ils seront face à la grande compétition. Alors, Anthony Bessala, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Très bien, impeccable. Je profite du soleil, je profite de la famille, donc je suis très content, je suis très heureux d'être là, comme toujours. Alors, quand on vous voit, on comprend tout de suite qu'on a affaire à un sportif. C'est de la plastique, on essaie de faire attention. Vous appelez ça comment, de la plastique? Voilà, c'est de la plastique. Donc on essaie de faire attention à son alimentation, on essaie de continuer de faire de l'exercice et puis ça permet qu'on soit bien sur le plan psychique. Et donc forcément, si on est bien sur le plan psychique, on est bien aussi sur le plan physique et puis tout le monde est content. Donc voilà, on essaie de faire. Alors très peu de personnes ont découvert le bodybuilding il y a quelques années seulement au Cameroun, mais pourtant c'est une discipline qui existe depuis plusieurs années. Vous allez nous rappeler depuis combien de temps vous êtes parti du Cameroun et nous préciser que vous étiez déjà un athlète du bodybuilding avant de partir. Oui, j'ai commencé, ça fait 28 ans que je suis vraiment dans la pratique, donc j'ai commencé avec le karaté à haut niveau, donc j'ai été à l'équipe nationale du Cameroun de karaté déjà. Avec quel président? À l'époque, il y avait Maître Wakam, avant lui, il y avait Maître Hanaktonye, avant la session. J'étais avec Wakam, Maître Wakam. Il y avait Wakam, et puis il y avait tous les grands noms du karaté, vraiment du karaté camerounais, c'était vraiment vraiment un grand plaisir. Mais en même temps, je m'entraînais déjà un peu dans ma cave. Donc, ce qui fait que, de fil en aiguille comme ça, j'ai pris goût à ça. Alors, la plastique, là, quand vous faisiez karaté, elle était aussi développée? Elle était quand même, je poussais déjà quand même, je tirais en lourd. J'avais la chance de compétir en lourd. Donc, ce qui fait que, vraiment, la transition a été très, très facile, hein. Une fois que je suis parti, ça a été, j'ai voulu faire, je suis parti vraiment aussi comme ça pour les problèmes de santé, parce que j'ai eu très, très mal au genou, je me suis fait opérer du genou. Donc, je suis arrivé en France, et puis, là-bas, de fil en aiguille comme ça, je suis passé dans une salle pour la rééducation de la kiné, tout ça. Et puis évidemment, on sait bien que les Africains, on a vraiment là une grosse ossature. Donc ce qui fait que sur le plan physique, sur le plan vraiment la course, tout ça, tout ce qui est massif, on est très très puissant. Donc j'ai commencé à m'entraîner, j'ai fait mon premier podium et puis c'est parti comme ça pour plusieurs compétitions. Voilà, merci Anthony d'avoir accepté notre invitation avec vous. Tout à l'heure, on va partager votre riche expérience en la matière et davantage les difficultés que vous avez rencontrées parce
parce que tout n'a pas été que rose, on sait que ça peut être évident. Allez, merci d'être venu. Je voudrais introduire également quelqu'un d'autre qui également suit les sportifs de haut niveau. On a choisi d'avoir des personnes justement qui sont au contact de ces sportifs de haut niveau. Eh bien, Christian Bongo, lui, il est agent de joueur FIFA. Il dirige également plusieurs mouvements. Il y a les secrétaires généraux de l'association camerounaise des agents de joueurs, présidé elle-même par Maxime Nana, un ami bien connu. Et par ailleurs, je rappelle qu'il est promoteur de l'agence Crime Management. Il est avec nous ce soir. Christian, bonsoir. Bonsoir Francis et bonsoir à tous les centaines de millions de téléspectateurs de Vision 4. Allez, merci d'être venu ce soir, Christian, avec vous. Je voudrais qu'on entre justement par ce qui fait le plus l'actualité, c'est justement cette, j'allais dire, cette immigration des joueurs vers l'étranger. On pense que c'est souvent facile. C'est chaque joueur qui, après avoir poussé une, deux fois au ballon, pense qu'il peut justement déjà prendre un avion pour atterrir, je sais pas moi, soit en Europe, soit en Asie. Pourtant, on sait bien que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile et surtout le conseil que nous sommes venus donner ici dans le cadre, effectivement, je parlerai plus dans ce cadre-là de l'association camerounaise des agents de joueurs, dont vous avez si bien déroulé le prononcé. J'assure le secrétaire général de cette association depuis 2013 et le président national de cette association n'est autre que M. Nana Maxime, un agent de joueurs évidemment bien connu tant au Cameroun qu'à l'étranger parce qu'il est basé en France. Et il faut le rappeler quand même, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est l'agent qui encadre Nicolas Nkoulou depuis plus d'une dizaine d'années, Vincent Aboubakar, aujourd'hui Zambo Anguissa, Benjamin Moukandjo. Et aujourd'hui, c'est lui qui a fait partir le jeune de Coton Sport qu'on appelle Marius Mwandimalji. Il a fait signer directement de Coton Sport à FC Porto. Donc voilà, dans ce cadre-là, nous disons aux joueurs et aux parents, n'est-ce pas, déjà de faire confiance aux agents qui sont reconnus par des instances de football national et international, parce que l'immigration qu'on constate aujourd'hui, la plupart, 80% de ces garçons ne sont pas amenés là-bas par des agents, n'est-ce pas, dignes de nom, ou alors ceux qui usurpent ces fonctions d'agents de joueurs. C'est pourquoi après, il en résulte un certain nombre de problèmes et ces joueurs sont confrontés à pas mal de litiges qui font qu'après, ils reviennent au Cameroun et ils n'ont pas toujours, n'est-ce pas, la carrière qu'il faut. Et c'est également Vision comme nous donne l'occasion d'attirer l'attention des parents sur le fait que il ne faut absolument pas se dire que parce que votre fils à la maison a déjà fait 2 ou 3 passes, vous espérez croire qu'il va devenir demain Samuel Eto'o ou Roger Mila. Il faut faire très très attention. C'est la porte ouverte à toutes les arnaques, simplement parce que quand les parents mettent cette pression-là à des personnes qui sont mal avisées, ces personnes leur prennent de l'argent et au finish, il n'y a pas ce qu'ils veulent entendre. C'est pourquoi nous disons clairement aux parents qu'un agent de joueur digne de ce nom ne prend pas de l'argent ni aux parents ni aux footballeurs pour ce qui est des billets d'avion, des frais d'assurance, des frais de visa. La seule chose qu'un agent a besoin crédible, c'est le talent du joueur. Et lorsqu'il détecte son joueur et que c'est un joueur de très bon niveau, il conseille aux parents de lui dire que ce joueur peut effectivement devenir grand joueur professionnel ou, dans l'autre cas, peut ne pas devenir un grand joueur professionnel. Et pour ceux qui peuvent devenir un grand joueur professionnel, l'agent investit sur lui et lui donne une carrière professionnelle. C'est pour dire aux parents de joueurs que si vous avez devant vous quelqu'un qui vous demande déjà de l'argent pour faire voyager votre fils ou un joueur pour vous donner une opportunité professionnelle, sachez que vous allez vous faire escroquer. Un agent de joueur ne demande pas d'argent. Et excuse-moi Francis, peut-être qu'on reviendra, nous aimerions également très clairement insister sur ce problème des agents de joueurs sur Facebook, Twitter et WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a de fausses personnes qui s'attribuent les profils de vrais agents de joueurs. Ils créent des faux profils. Je prends par exemple, excusez-moi d'en reparler, l'agent le plus connu du Cameroun qui est M. Nana Maxime. Il y a plusieurs faux profils de cet agent de joueur. Créant son nom, avec son image. Et des personnes se font escroquer et ils prennent de l'argent à des gens naïfs. Ceux-là pensent qu'ils sont en train de traiter avec le vrai Nana Maxime, alors qu'ils se font doucement arnaquer et ils ne voient pas décoller la carrière de leur footballeur. Monsieur Nana Maxime n'a aucun profil sur Facebook. Faites attention. Nous sommes également là pour faire passer ce message.
Ne vous faites pas arnaquer par des usurpateurs de fonctions. Faites-vous détecter par les agents crédibles et reconnus. Allez, merci à Christian Bongo pour ces précisions d'entrée d'émission. Je rappelle que avec vous, on va essayer justement d'aller au contact des difficultés que rencontrent les joueurs et également avec Anthony, on ira également au contact des difficultés que rencontrent les autres sportifs de haut niveau parce qu'ils se recrutent dans plusieurs disciplines. C'est vrai qu'après, il y a un dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous sportifs de haut niveau. Je voudrais également accueillir tout de suite et maintenant Blaise Pascal avec nous. Lui, il a également la particularité d'être un ancien sportif de haut niveau parce qu'il a été justement handballeur. Il a flirté plusieurs fois avec les sélections nationales du Cameroun. Blaise Pascal, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir Pinon, bonsoir tout le panel. Et je suis heureux d'être là, bien que ce soit avec un léger retard. Mais parce qu'il faut toujours parler du sport, nous avons répondu présent. Voilà. Tout à l'heure avec vous, on essaiera de parler de handball justement parce qu'il se prépare un tournoi juvénile que vous organisez. Donc il va falloir peut-être dire un mot là-dessus. Et moi, je vais profiter pour accueillir le consultant maison de Planet Sport. Pinon, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je vais dire un bonsoir particulier à notre nom, Ndema Maxime, qui s'appelle William. J'étais avec lui tout à l'heure et je vais dire bonsoir à tous. Alors, Pinon, avec vous, je voudrais qu'on entre avec l'actualité, justement, qui est jusqu'ici focalisée sur les deux entraîneurs nommés par le ministre de l'Éducation physique. C'est des personnes qui ont de l'expérience. Patrick Levette et à côté de lui, Clarence Sidorf, deux entraîneurs au nom marketing avéré. Selon plusieurs observateurs de la scène footballistique. Et maintenant, beaucoup ont estimé qu'on est peut-être très vite allé en besogne parce que les discussions font état de ce qu'il n'y a pas eu une franche discussion avec les entraîneurs en question. Mais il reste que sur le plan de la pioche, beaucoup reconnaissent que c'est une très bonne pioche. Bon, écoutez, ceux qui reconnaissent que c'est une bonne pioche ont le droit de le faire. Bon, écoutez, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut être souverain dans la vie. On nous a offert le spectacle de, comment on appelle, la candidature. Tu peux les prendre là-bas. La commission qui a siégé ne nous a pas dit que l'appel à candidature était infructueux pour qu'on relance un autre ou alors qu'on ouvre maintenant une négociation de gré à gré avec un entraîneur. Donc tout ça est très flou et ça montre une mauvaise image. Je crois que ceux qui ont lancé ce processus n'ont pas pu aller au bout de leur raisonnement ou alors ils ont perdu les pédales à un moment parce qu'il y avait la pression. Or, pour être cohérent, si vous engagez un processus scientifique, il faut avoir des résultats tout aussi scientifiques. Donc, comme ils ont engagé la procédure de recrutement par appel à candidature, il fallait qu'ils nous disent si l'appel à candidature a été infructueux. Au regard de toutes les candidatures qu'on avait sous la main, on pouvait donc se faire une idée de ce qu'ils recherchaient exactement. Or, on savait ce qu'ils recherchaient. Et il se trouve que, comme par magie, ces deux-là atterrissent dans la liste des entraîneurs. Vraiment, j'appelle ça de la magie parce que ce n'est rien d'autre. Si je me rappelle vaguement des critères qui étaient requis pour être sélectionneur des indomptables. Parmi les critères, il y avait l'expérience en tant que sélectionneur, entre autres. Il y avait un autre critère, connaissance du football africain. Donc, je ne sais pas d'où ces magiciens-là viennent, mais je sais qu'au moins, ces deux critères-là, ils ne pouvaient pas les remplir. Or, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui remplissaient les différents critères. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'ils arrivent là. Sauf qu'il y a un autre élément, c'est que on nous a dit que c'est eux qu'on a recruté, mais je sais comment on le fait. Honnêtement, ces gens n'ont pas signé de contrat avec l'État. Ni avec l'État du Cameroun, ni avec la Fédération camerounaise de football. On annonce pour un avenir très proche leur arrivée au Cameroun. Maintenant, on se pose bien la question de savoir si, au moment où ils vont arriver, ils vont s'accorder avec la partie camerounaise. Parce que j'ai l'impression que le ministère des Sports est allé dans cette déclaration en tenant compte de la négociation sur le principe. Or, moi, je vous dis qu'un contrat capote souvent pour des détails. Donc, j'espère qu'ils vont s'entendre sur les détails et que finalement, ces deux-là seront sélectionneurs. Maintenant, l'autre question qu'on pose, c'est derrière, qu'est-ce qui va se passer?
il faut certainement un entraîneur des gardiens de but. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est eux qui vont toujours amener l'entraîneur des gardiens de but? Il faut un préparateur physique. Est-ce que c'est le même qui va continuer? Il faut toute une équipe derrière, team manager, team press officer, ainsi de suite. Comment est-ce que ça va se passer? Tout ça de mon point de vue, parce qu'on est dans le sport de haut niveau aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut poser problème. Mais ce que je souhaite, c'est que ces deux-là soient, comme on a dit que c'est eux, que ce soit bien eux et qu'ils ouvrent la campagne qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations que nous organisons d'ailleurs. Très incessamment. Je leur souhaite beaucoup de chance parce qu'on ne sait jamais. Voilà, merci Pinongba. Et on va prendre une transition avant de revenir introduire Paulin Youmsi, qui est justement le promoteur de ce tournoi, qui sera organisé dans quelques jours au Cameroun. On regarde ça, on revient dans un instant. De la Confédération africaine de football est au Cameroun pour la 3e fois. Le motif reste le même, à savoir l'appréciation de l'évolution des travaux de la CAN Total Cameroun 2019. Mais cette fois, au-delà des infrastructures sportives, les inspecteurs de la CAF veulent voir clair sur les autres aspects liés à l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. La particularité justement de cette mission, c'est qu'elle ne va pas que s'attarder sur les stades, mais également sur les éléments satellitaires justement au cahier de charge. Et là, on parle notamment des routes, donc les nationales, notamment les 3 ou les 4 nationales que compte le Cameroun, mais également les voiries. Très important au niveau des voiries parce que c'est un véritable bémol qu'avait déjà posé la CAF lors de la visite de Bafoussam. Je veux dire que la ville de Bafoussam a justement ce souci de voirie. Là, il sera question de voir ce qui est prévu à cet effet, si les travaux ont avancé. Et également, il y a les hôtels. Parce que le problème de l'hébergement le point de l'hébergement est un point très crucial. Et l'inspection qui a commencé ce jour à Yaoundé et qui devra s'étendre ensuite sur les autres sites de la CAN est loin d'inquiéter le comité local d'organisation. Non, on n'a pas à trembler. Je pense que c'est une visite, appelons ça c'est une visite de routine puisqu'on en est à la 3e. La visite fatidique de la CAF sera forcément à 6 mois de la compétition d'après ce qui est prévu par le cahier des charges, donc notamment la visite de décembre ou de janvier en fonction des prédispositions et des calendriers de l'instance fêtière. Donc il faut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas encore lieu de trembler. La prochaine visite des émissaires de la CAF est prévue au mois de novembre prochain. Le Cameroun, pour l'instant, peut déjà se réjouir de son logo officiel pour la CAN, en attendant l'hymne officiel qui sortira dans quelques jours. Les victoires des Lions indomptables du Cameroun vont désormais se compter à travers ces entraîneurs qualifiés d'hommes chevronnés. À deux, on est plus fort que tout seul si on s'entend bien. Ils ont de la compétence. Même s'ils n'ont pas énormément d'expérience en tant qu'entraîneur, ils l'ont en tant que joueur, ils l'ont déjà en tant qu'aussi entraîneur, en tant qu'entraîneur. Et je pense que c'est des gens qui ont une vision du football moderne, de très haut niveau. Il faudra leur donner les moyens de bien travailler pour atteindre leurs objectifs. Mais ça dépendra surtout du projet défini par les décideurs camerounais. En tout cas, ils ont exprimé une envie de construire quelque chose de fort et de grand avec les Lions indomptables. Je crois que quand vous regardez comment les Camerounais réagissent à ce choix-là, vous vous dites qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui se tisse déjà entre le public sportif et ces deux entraîneurs. L'idée du comité de normalisation, en leur faisant appel, était déjà pensée au préalable. La FECAFOOT, les Lions indomptables, ont besoin de renouer avec le public. Et ils ont besoin d'accroître leur cote. Pas seulement sur le plan africain, mais même sur le plan mondial. La possibilité de pouvoir obtenir un match amical va grandir parce qu'on a 2 éléments marketing importants, c'est Seedorf et Kluivert. Accorder alors plus de temps à ces hommes serait la chose idéale. Ce serait bien qu'à l'avenir, qu'il y ait des projets qui soient faits, réalisés et que les entraîneurs soient choisis en fonction des projets. Quand je parle de projet, je parle de développement du football camerounais. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, qui est le porte-étendard du football camerounais, il accompagne tout le football camerounais. Et donc il doit y avoir une liaison entre l'équipe nationale du Cameroun senior, bien sûr, qui est le porte-drapeau, et puis la DTN, la direction technique nationale, qui organise le football à l'intérieur du pays. Les entraîneurs chevronnés, oui,
Mais avec quels joueurs? Vous ne pouvez pas avoir des équipes du Cameroun qui ressembleraient à Barcelone avec des joueurs camerounais qui ne jouent pas à Barcelone. Donc, il ne faut pas se tromper, vous aurez toujours une équipe camerounaise. Maintenant, il faudra que les techniciens qui arrivent à en faire quelque chose. La Fédération camerounaise de football, les entraîneurs, la communion avec le public étaient très attendus. Chose est faite peut-être, mais les Camerounais ont besoin plus des résultats et le challenge à venir nous en dira plus. Voilà, retour sur ce plateau qui est suffisamment chaud ce soir avec ces actualités qui se chevauchent. Justement, je voudrais introduire tout de suite maintenant les handballeurs qui sont avec nous et qui ont également apporté leur expertise sur le vécu. Je voudrais introduire Pascal Blaise, que j'ai introduit d'ailleurs déjà. Maintenant, Paulin Youmsi est avec nous, c'est un promoteur sportif. Il a d'ailleurs un club de handball qui se distingue très souvent. Paulin, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Assez bien et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent présentement. Alors, ce tournoi que vous organisez ce week-end, il s'agit de quoi exactement? C'est des jeunes que vous voulez mobiliser pour leur inculquer les valeurs du handball, ou alors il s'agit d'un tournoi qui permet aux jeunes qui jouent dans les différentes régions de se retrouver tout simplement? Et effectivement, c'est un tournoi vraiment pour jeunes, maximum 20 ans, donc c'est comme des U20. C'est un tournoi qui est organisé, nous sommes à la 3e édition, qui est devenu aujourd'hui un tournoi national. Parce que vous nous rappelez son nom de baptême? Le nom du tournoi, c'est le Festival de vacances Mémorial des Étoiles. Le Mémorial des Étoiles, oui, c'est justement ça qui nous revient en tête. Tous les anciens handballeurs décédés, nous faisons ce tournoi depuis 3 ans en leur honneur. Donc la première année, c'était un tournoi qui se limitait simplement à la ville de Yaoundé. La deuxième, nous avons ajouté à la ville de Yaoundé 2 régions. Cette année, nous avons pris l'âge sur toutes les 10 régions du territoire. Donc, c'est en plein ça. C'est effectivement pour que les enfants essayent de jouer. Mais l'objectif premier, c'est parce que nous avons constaté que le handball est assez vieillissant. Et on essaye de nous battre aussi de notre côté pour la juvénisation du handball camerounais. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé, surtout pour des enfants de 18-20 ans, pour que nous soyons capables à très court terme de pouvoir faire une relève pour... Combien de jeunes attendez-vous? Présentement, nous attendons sensiblement comme 400 jeunes qui sont déjà là. Toutes les délégations sont arrivées de l'extrême nord, Bamenda et tout le reste, tout le monde est arrivé. Donc effectivement, le tournoi il va commencer demain par la journée, la cérémonie d'ouverture qui devrait avoir lieu à l'école de poste sur le terrain de handball de l'école de poste à partir de 13h. Donc tout le monde est attendu. Notre souhait vraiment c'est de faire full, d'amener les enfants à comprendre qu'ils ont un soutien derrière eux sur ce qu'ils font. Pascal Blaise, c'est une grosse organisation qui nécessite forcément un déploiement financier. Les sponsors sont greffés à l'événement. Oui, Francis, grâce à ce parterre de personnes qui est tout autour de ce comité d'organisation, nous avons pu avoir certains sponsors. Je peux déjà vous dire que les délégations de l'extrême nord, de la Damawa et de l'Est ont été transportées par Touristique, sans publicité, mais Touristique s'est chargé de transporter ses enfants de l'extrême nord, de Maroua jusqu'à Yaoundé, et ce sera le cas même pour le retour. Les délégations de Douala, délégations de l'Est, j'ai déjà dit de l'Est, nord-ouest, ouest, le sud, toutes les délégations sont présentes. Ça veut dire que nous avons autour de nous ces amoureux du handball. Je peux citer son Excellence Albert Roger Mila. Il est toujours présent. Il est omniprésent à la fin. Tout à fait. Handball, basketball, volley, foot, on le retrouve partout. C'est un vrai ambassadeur. Il est dans son élément. Tout à fait. Il est le parrain de ce mémorial depuis la première édition. Nous avons également à côté Monsieur Abba Oumate qui est aussi là. Nous avons M. Abdourahman, nous avons M. Paulin Youmsi, nous avons maintenant, quand on va dire, ceux-là, c'est ceux qui véritablement font des efforts financiers
et font jouer leurs relations pour que nous puissions avoir tous ces sponsors-là. Maintenant, à côté, nous avons un comité d'organisation qui a à sa tête Magali Abesolo, Yakan Ayakan et tous les experts du milieu du handball camerounais. Donc c'est un peu toute cette expertise qui nous permet d'avoir les financements que nous avons. Il n'y a rien d'autre qu'un ensemble d'amoureux du handball pour donner de l'impulsion à cette organisation. Pour aussi, j'en finis avec vous. Pour ce qui est de cette question, la fédération est associée à cette organisation? Oui, nous on peut dire oui, parce que si nous allons nous organiser ce tournoi, c'est parce qu'on a eu l'onction de la fédération par... vous accompagne techniquement par la Ligue régionale du centre, qui nous a donné l'accord pour le faire. Donc, grosso modo, on peut dire que la fédération est là. Bon, maintenant, l'expertise technique, comme m'a dit Blaise, c'est pratiquement des handballeurs, donc c'est des gens du domaine, donc tout le monde est quand même expert dans un... Des individualités que vous avez ici et là pour faire un tour. C'est effectivement cela. L'objectif pour nous étant de ne pas utiliser essentiellement des cadres de la fédération ou des arbitres de la fédération. Qui sont très occupés, je suppose. Parce que l'objectif est de prendre des enfants, des jeunes enfants, même des joueurs, même des arbitres qui soient moins de 18 à 20 ans, pour qu'ils grandissent aussi dans l'arbitrage. Parce que le même problème que nous avons du côté du joueur, nous l'avons aussi du côté des arbitres qui ne sont pas... on a aussi besoin. Il est aussi, les arbitres aussi sont vieillissants, donc de toutes les façons, on fait l'effort d'utiliser vraiment tout ce qui est jeune. Maintenant, entre nous, il y a des handballeurs et certains arbitres qui nous donnent un petit coup de main pour la formation de ces jeunes enfants à l'avenir. Voilà, alors je rappelle que le Mémorial des Étoiles démarre demain, c'est à l'école de Poste, à partir de quelle heure? 10h? C'est 10h la cérémonie d'ouverture ou c'est un peu plus tard? Normalement, les matchs commencent à 8h, mais la cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture est prévue pour 13h. On espère que ce sera Solennel qui préside cette ouverture. Vous avez sollicité au ministère des Sports. C'est clair qu'au ministère des Sports, nous avons sollicité et c'est le CT1 du ministère des Sports qui devrait... C'est déjà une belle représentativité sur le plan de l'autorité administrative. Merci d'être venu ce soir. On va évoluer. C'est vrai que Christian Mbongo souhaitait dire absolument un mot sur ces deux entraîneurs des Lions. Je voulais qu'on passe, mais je vous l'accorde quand même. Hein. Oui, on est dans le football, donc nous sommes là pour ça. C'est vrai que moi je trouve que c'est une bonne pioche pour le Cameroun. N'est-ce pas? Parce que simplement, ça a été des joueurs de très haut niveau. Et il faut quand même dire que Clarence Seedorf a entraîné au Milan aussi du Deportivo La Corogne. C'est vrai qu'il n'a pas une expertise en tant que sélectionneur national. Mais lorsque tu es un joueur de très haut niveau et que tu connais la pression de ce niveau-là, je pense que tu peux, à l'expertise de Zidane avec le Real Madrid, gagner des trophées. Mais moi, j'ai plutôt une autre préoccupation. Laquelle? Parce que j'encourage ces entraîneurs à venir gagner des trophées avec le Cameroun. Mais j'ai une autre préoccupation qu'il faut que je le dise ici clairement à l'attention de ces entraîneurs-là, que je connais, notamment Cluvet, qui était directeur sportif du PSG, tout à fait. Nous savons comment est-ce que généralement des entraîneurs de haut niveau viennent à la tête des équipes nationales lorsqu'ils n'ont pas respecté les critères définis, lorsqu'ils sont parachutés, ils viennent de la part des lobbies et nous savons qu'ils sont venus à la tête de cette équipe au travers d'un certain nombre de lobbies. Ce que nous sommes en train de leur dire, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas que ces lobbies qui les ont mis à la tête de cette équipe les manipulent de sorte qu'ils expulsent ou alors ils excluent de la sélection nationale des Camerounais qui n'appartiendraient pas, n'est-ce pas, aux agences dirigées par ces lobbies. Je prends un exemple très simple. Ces lobbies, ce sont des agences d'agents de joueurs qui, n'est-ce pas, pourraient imposer de manière arbitraire leurs joueurs systématiques à l'équipe nationale du Cameroun et faire du chantage de ce que si les autres joueurs qui veulent venir jouer à l'équipe nationale ne passent pas par leur agence, ne signent pas avec eux, ils ne pourront pas être appelés à l'équipe nationale. Il faudrait que Seedorf et Kluivert sachent qu'au Cameroun, ça devrait être la méritocratie et qu'ils ne se fassent pas manipuler par ceux qui les ont placés là et qu'ils gardent leur intégrité qu'on a toujours connue et qu'ils n'excluent pas, je le disais tout à l'heure, d'autres Camerounais en faveur d'autres.
simplement parce qu'on leur a imposé. Mais voilà, merci. Merci de le dire. Je vous en prie. Ça, c'est parce qu'on a perdu la patience. On ne va pas aller au-delà de ce qu'a dit Christian Bongo sur la question, parce que nous avons un sujet qui nous attend, mais il faut savoir qu'on a vu ce au Cameroun il y a quelques années. Tout à l'heure, on parlait de Maxime, je ne voulais pas revenir là-dessus. On va évoluer tout de suite et maintenant pour prendre justement la chronique qui a été dégoupillée par notre ami Emmanuel Jonas Cana. Il s'interroge justement, il a parlé du paradis fiscal des entraîneurs expatriés. Il pense que c'est l'équipe nationale qui est ce paradis fiscal. Je vous propose donc de suivre cette chronique d'Emmanuel Jonas et on revient dans un instant. L'histoire ne bégaye pas, voilà encore des entraîneurs expatriés à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Au point où on en est à se demander si les expatriés ne sont pas devenus une sorte de totem de l'équipe nationale fanion du Cameroun. À n'en point douter, les Lions indomptables constituent un comptoir financier, voire un paradis fiscal pour les entraîneurs expatriés. La plupart arrivent très souvent au Cameroun étant loqueux et repartent en bourgeoisie grâce à l'argent des contribuables camerounais dont la grande majorité croupit dans une misère ambiante. De quoi écumer de rage. Quand on évoque les rémunérations mensuelles et autres aspects logistiques, les chiffres sont astronomiques. En 2006, par exemple, le néerlandais Harry Hahn, qui remplace au pied levé le portugais Arthur Jorge, empoche d'emblée environ 150 millions de francs CFA et quelques temps après, rompt unilatéralement le contrat avec ses employeurs. 2007-2009, c'est l'ère de l'allemand Otto Pfister. Il paraphe un contrat de 15 millions de rémunération mensuelle. Bien plus, il bénéficie des avantages non moins juteux tels que les frais de communication chiffrés à 5 millions de francs par mois et ce n'est pas tout. Otto Pfister impose un préparateur psychologique et physique qui exige qu'il ait le même traitement que lui. En somme, les deux sorciers blancs coûtaient à leurs employeurs plus de 40 millions de francs CFA par mois. Tout comme Arthur Jorge, Otto Pfister, réussit l'espoir de décrocher 6 mois d'avance de salaire. L'avènement du français Paul Le Guen entre 2009 et 2010 est une autre paire de manches. Rien que son accueil à Yaoundé aurait coûté la bagatelle somme de plus de 150 millions de francs CFA. Et l'ensemble du staff technique français rémunéré à 50 millions. Pendant la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010, Le Guen aurait perçu la prime de 35 millions. Il était le 16e entraîneur le mieux payé parmi les 32 qui prenaient part à la Coupe du Monde. 2010-2011, c'est au tour de l'Espagnol Yahweh Clemente de venir croquer à belles dents les CFA camerounais. À son actif, 23 millions de salaire par mois. Mais la lune de miel entre le Cameroun et lui dure le temps d'une rose et Clemente demande à l'État du Cameroun une indemnité de 500 millions pour rupture abusive de contrat. 2013-2015, l'Allemand Volker Finke touchait un peu moins de 30 millions de francs par mois. Remercié le 30 octobre 2015, il coûta 325 millions à l'État du Cameroun pour licenciement abusif et son alter ego, le gagnant Ibrahim Tanko, encaissa 125 millions. Entre 2015 et 2017, Hugo Broos empochait un salaire mensuel de près de 30 millions de francs CFA. Et pour les deux Néerlandais, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, qui viennent d'être nommés à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables, leur prétention salariale, selon une source introduite, culminerait à un peu plus de 60 millions de francs CFA par mois. Décidément, une autre affaire de gros millions dans l'air. Et si l'on évalue tout cela en termes de milliards, il y a de quoi tomber à la renverse. Mais ce qui choque
Le plus, c'est l'inélégance avec laquelle certains de ces expatriés quittent très souvent le Cameroun. En 2006, le Néerlandais Harry Hahn n'avait même pas eu la courtoisie de dire au revoir à ses employeurs. Il fila à l'anglaise. Avant lui, Arthur Yorgray claqua la porte le 8 mars 2006 en expédiant de Lisbonne juste un fax laconique au ministre des Sports et de l'Éducation physique Philippe Bagamboa, lui signifiant son arrêt de travail. Le Français Paul Le Guen, lui, n'avait même pas eu le courage de fouler le sol camerounais après sa déculottée avec les Lions à la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Bizarre, bizarre, bizarre. Voilà, retour donc sur ce plateau sportif de haut niveau, contentieux et gestion de carrière. On a choisi de parler de cette thématique ce soir parce qu'effectivement, le retour que nous avons de l'étranger fait état de ce que la plupart des joueurs ou d'athlètes qui partent du Cameroun pour signer des contrats sont souvent confrontés à plusieurs problèmes. Les problèmes pas déjà du Cameroun où il n'y a pratiquement pas de contrat. Et maintenant à l'extérieur où c'est un peu plus organisé, il y a des contrats mais qui sont parfois des contrats farfelus où généralement les athlètes sont doublés dans l'exécution de ces contrats. Donc, il fallait peut-être poser le débat sur la table, en commençant naturellement par Christian Bongo, qui va nous dire quels sont les types de contentieux qu'on rencontre dans le parcours d'un footballeur. On sait qu'il y a la signature du contrat, on sait qu'il y a également des bénéfices dus à la signature du contrat, et les bénéficiaires sont souvent le joueur, son agent et parfois le club aussi. Comment ça se passe pour qu'un joueur se retrouve dans une situation de contentieux? Oui, moi je peux dire que c'est trivial. Lorsqu'à la base un joueur signe son contrat, ce qui est défini sur le contrat, c'est sa prime de signature, si dans ces pays-là on le prévoit, son salaire mensuel ou annuel, et puis ces différentes primes et différents avantages, et plus important, la durée de ce contrat. Et ça, c'est l'élément également important, la durée du contrat. Bien. Et il faut dire que lorsqu'un joueur signe son contrat, effectivement, en fonction de l'agent qui l'y amène, à la base, il y a un pourcentage défini par la FIFA qui va de 3 à 10% maximum, dans lequel l'agent s'y rémunère sur le contrat du joueur. Généralement, le problème ne se pose pas à ce niveau. Parce que lorsqu'un joueur signe son contrat, il est très bien et très fier de l'avoir signé. Il a trouvé un bon club qui lui donne un bon salaire, surtout les joueurs qui partent du Cameroun pour l'étranger. Je pense par exemple à Marius Mwandi Maldi, le Tchadien, qui il y a 2 semaines qui est parti de Coton Sport, peut-être environ à 300 000 francs de salaire au FC Porto, où il va plafonner à des millions de francs CFA de salaire. Pour le joueur, c'est une bonne bouffée d'air. Le problème ici, la plupart des litiges viennent du fait que les clubs se mettent en tête à chaque fois de résilier abusivement les contrats des joueurs après que ceux-ci ont été commencés à être exécutés pour des raisons parfois farfelues et fallacieuses. Et ces cas-là se recrutent généralement dans les pays du Maghreb, dans les pays du Golfe, dans les pays de la péninsule arabique, dans les pays d'Asie et dans les pays d'Europe de l'Est. Parce qu'en Europe centrale, vous ne pouvez pas avoir ce genre de litige, puisqu'ils savent qu'il y a un règlement qui dit que, de même que lorsqu'un club est sous contrat avec un joueur est sous contrat avec un club, et qu'un autre club vient le recruter, il va payer ce qu'on appelle une indemnité de transfert pour prendre ce joueur. Et c'est une rupture de contrat du côté du joueur parce qu'en principe, c'est le joueur qui rompt son contrat avec son ancien club. Mais simplement, c'est le nouveau club qui paye. Et c'est de la même manière que la FIFA précise dans son règlement du statut du transfert des joueurs, la FIFA, notamment l'article 17 alinéa 1, qu'un joueur qui est sous contrat avec un club, si le club veut se séparer de ce joueur, il faudrait que ce club accompagne cette séparation d'une indemnité de rupture de contrat sans juste cause. Et généralement, en Europe centrale, on le comprend, on met un terme à votre contrat, on vous donne votre indemnité et vous partez. L'indemnité, généralement, est calculée sur le reste des années contractuelles de ce joueur. Mais simplement, les litiges qu'on constate aujourd'hui, et comme je dis, ça vient de ces pays que j'ai cités, c'est que les clubs là-bas veulent parfois le beurre et l'argent du beurre. Premièrement, ils viennent de ce que la plupart de ces gars vont signer dans ces contrats accompagnés par des gens qui ne sont réellement pas des agents de joueurs. On les appelle agents de joueurs, mais ils ne le sont pas. Mais sinon, qu'on le colle quand ils sont pas agents de joueurs, avant manager. Scout, je ne sais pas trop quoi. Je crois que c'est les scouts. Et ils n'ont pas la légalité, ils n'ont pas la crédibilité de signer des joueurs dans ces pays-là. Et pour lui,
le joueur, au lieu d'être un projet d'avenir, parce que nous restons avec nos joueurs pendant 10, 15, 20 ans, alors que le contrat de médiation, c'est 2 ans renouvelable, pas par tacite de reconduction, par accord des deux parties. Alors, si vous voyez un agent avec le même joueur, par exemple, M. Nana Maxime avec Nicolas Nkoulé, Benjamin Boukaï, depuis plus de 10 ans, ça veut dire qu'il y a une confiance renouvelée. Alors, ces faux agents ou ces usurpateurs de fonction, si ces gars-là, pour eux, c'est un coup, il le jette là-bas, il prend sa commission, il s'en va. Lorsque le joueur a un problème, il ne peut plus le suivre parce que déjà, il travaille pour le club et non pour le joueur. Et il a bidouillé des conditions, n'est-ce pas, défavorables au joueur, et le joueur est obligé, ou alors se sent défavorisé et est maltraité par ce club qui constate que le joueur n'a pas justement quelqu'un pour le défendre. Et ce qui induit dans le fait que ces clubs pensent qu'ils peuvent mettre ces joueurs à la porte, sachant que ces joueurs n'ont pas les possibilités de se défendre, parce que ça va engager... Parce qu'ils n'ont qu'une protection. Oui, ils n'ont qu'une protection, et parce que ça va engager n'est-ce pas, une action juridique ou judiciaire auprès de la FIFA ou au tribunal arbitral du sport. Et généralement, ces gars ne savent pas comment s'y prendre, ils n'ont pas de protecteur. Et les clubs, ils abusent et ils en abusent, et conséquence, ces gars laissent leurs droits à l'étranger, ils reviennent, si ce sont des Camerounais, dans leur pays, sans le sou, au chômage, et ces clubs prennent ces pratiques. Et ça vient de ce que, dans ces pays, vous savez, il y a le recrutement des joueurs étrangers, il y a un quota, un peu comme dans tous les pays. Je prends par exemple le cas de l'Algérie. On vous dit que chaque club algérien doit recruter maximum 3 joueurs étrangers. Mais ce sont des clubs qui, tout le temps, changent les coachs tous les 6 mois ou tous les ans. Alors, lorsqu'un nouveau coach vient, parce que les coachs qui vont là-bas, c'est des coachs étrangers qui vont faire du business, il vient avec l'intention de signer ses propres joueurs étrangers qu'il a en business. Et il trouve qu'il y a 3 places étrangères qui sont déjà occupées. Il en rajoute 3. Et il en rajoute 3. Et donc, il faut débarrasser les 3 autres, même de manière abusive. Et ces gars se retrouvent dans la rue. C'est pourquoi, dans le cadre, excusez-moi, sans publicité, de notre agence Crime Management, et plus généralement dans le cadre de l'association camerounaise des agents de joueurs, nous sommes en train d'envoyer un message pour dire que la récréation est terminée. Tous les footballeurs africains, spécialement camerounais, parce que les 4 dernières années, nous avons gagné ces litiges à plat couture à la FIFA. Il y a plusieurs dossiers que nous avons remportés, qui se sent abusivement licencié. Donc il a subi une rupture de contrat sans juste cause. Il peut nous saisir. Nous allons attaquer ces clubs à la FIFA et ces clubs vont, n'est-ce pas, payer les indemnités qu'ils sont en droit, n'est-ce pas, de réclamer. Donc c'est très très important. Vous allez donc forcément signer un contrat avec le SINAFOC? Non. Pour ce qui est des litiges camerouno-camerounais? Non, ça n'a rien à voir, parce qu'en principe, nous ne voulons pas nous embourber pour l'instant sur les litiges camerouno-camerounais, simplement parce que nous avons une fédération, je pense... Vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de quoi vous payez ici, oui, au Cameroun? Je pense que c'est ça, et simplement également parce que... Mais pensez d'abord notre fédération n'est pas suffisamment structurée. J'y viens. Et regardez ce qui se passe. Vous avez des litiges au niveau de la Fédération camerounaise de football qui ont même été gagnés par le SINAFOC. Et on a condamné des clubs de payer des joueurs. Ces clubs n'ont jamais payé ces joueurs, nous les connaissons. Mais la Fédération camerounaise de football n'a jamais fait de la rétention de commissions, des subventions pour ces clubs, pour payer ces joueurs-là. Donc ça veut dire que tu vas même aller engager une procédure juridique à la Fédération camerounaise de football, tu vas la gagner, mais la Fédération n'a pas de mesures coercitives pour amener les joueurs à être indemnisés. Donc il y a comme du copinage, n'est-ce pas, au niveau des instances juridictionnelles de la Fédération avec les présidents des clubs. Pour nous, ça nous perd le temps, parce que nous sommes une agence internationale. C'est vrai que nous ne faisons pas de la philanthropie. Les joueurs que nous représentons à la FIFA et ou au TAS, ce sont des joueurs qui nous rémunèrent à la fin du processus. C'est-à-dire que nous prenons en charge toute la procédure judiciaire. Ils n'ont pas le moins de francs à dépenser, mais on s'entend à la base sur un pourcentage de rémunération. Lorsqu'ils auront leur indemnité, ils vont nous rémunérer. Et au niveau international, ces instances sont impartiales. C'est pourquoi on dit vraiment, il faut qu'on sache que le blanc fait correctement son travail. Vous ne pouvez pas corrompre le TAS, vous ne pouvez pas corrompre les gars de la FIFA au niveau des instances juridictionnelles, mais nous avons cette appréhension au niveau de la Fédération camerounaise de football qu'il faut, je pense, assainir au niveau judiciaire. C'est vrai que dans votre développement, j'ai cru entendre qu'on ne peut pas corrompre le TAS et la FIFA, mais on a quand même un certain nombre de documents qui font état de ce que des gens portaient de l'argent ici disant qu'ils partaient donner au TAS pour que le TAS soit un tout petit peu oui, bon, je ne sais pas dans quel genre de litige, mais lorsque vous avez un joueur qui bagarre contre un club, vous avez David contre Goliath, ça arrive sur les bureaux de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. C'est sans la FIFA lit le droit, c'est sans état d'âme que c'est géré. Voilà. Et c'est pourquoi, depuis 4 ans, nous avons fait condamner plusieurs clubs algériens, irakiens, saoudiens, dans ce sens-là, de grands clubs,
mais qui se sont fourvoyés et ils ont été battus. Voilà, merci pour ce premier jet, cher ami Christian. Je vais également aller de côté de Anthony pour comprendre comment est-ce que ça se passe, la gestion de la carrière d'un sportif de haut niveau, notamment ceux qui font du culturisme comme vous. Vous êtes parti de Cameroun, vous l'avez rappelé. Comment vous avez atterri là-bas, dans un club ou alors dans la débrouillardise au départ, c'était quoi? Déjà, c'est triste parce que là, depuis qu'on est en train de parler, on parle d'argent. Je trouve ça vraiment triste. Ouais. Je trouve qu'il n'y a plus de passion. Je suis désolé, je suis désolé. Là, on ne parle que business. On parle football business, hein. On tend vers là. Voilà. Football bon, business, mais culturisme business aussi. Peut-être culturisme business bientôt aussi. Le problème, c'est quoi? C'est que je me dis, est-ce qu'on pense un seul instant que le jeune qui est en train de... S'il se blesse, dans 2 ans, il se blesse, il devient quoi en Europe? Est-ce qu'il a des papiers? Il vit où? Il fait quoi? Il finit en sécurité? Il fait quoi? Il fait quoi, ce gamin? Il fait quoi, ce gamin qu'on a arraché à ses parents, qu'on a mis en avion, qu'on a promis ciel et terre? Il est parti, il a signé un contrat pour 10 ou 15 ans, et là, 2-3 ans, le mec, il est blessé. Eh bien, j'en connais, moi, monsieur. J'en connais qui sont là-bas et qui ne peuvent rien faire, qui sont obligés de travailler dans des supermarchés. Alors, mais vous répondez quand même tout de suite que s'ils sont passés par les canaux normaux, on ne peut pas avoir ce problème. Mais c'est justement pour ça que les gens, on le prend en charge. C'est justement pour ça que les gens, les téléspectateurs qui nous regardent, franchement, il faut le dire, doivent comprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti du Cameroun, qu'il est arrivé en France, il a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'est jamais rentré dans un club de foot, qui vient ici, qui fasse comprendre qu'il est agent, que c'est un agent. C'est grave quand même. Est-ce que vous pensez que les gens, parce qu'ils prennent l'avion, ils arrivent en France, c'est des agents? T'as des mecs que je connais, qui partent ici, qui arrivent en France, ils arrivent là-bas. Ils traînent dans la rue là-bas, ils traînent dans la rue, ils tournent autour des stades de football. Ils parlent, ils ramassent des balles par-ci par-là. Quand ils reviennent au Cameroun, ils ramènent des maillots, je suis énervé. Et je suis agent. Exactement. Et ils ramassent l'argent. Et les parents qui sont là cotisent, on donne l'argent à ce gamin. Moi, je m'en occupe des gamins comme ça. Ils sont dans ma salle. Ils viennent dans ma salle. Je m'en occupe de ces gars. C'est pour ça que je trouve ça, j'arrive pas. C'est-à-dire, on met tellement l'argent devant qu'aujourd'hui, on oublie l'être humain, mais c'est terrible. Alors moi, je suis parti comme ça. C'est-à-dire que en culturisme, nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on vit encore vraiment... Le plaisir de pratiquer de la pratique, on a déjà le plaisir de prendre soin de soi, d'être bien déjà. Après, on commence à évoluer. Plus on va évoluer, évidemment, plus on va essayer de gérer son business. Moi, j'ai géré mon business. Vous avez signé un contrat quand même au départ? Oui, non, j'ai eu beaucoup de... Chez nous, on ne mange pas comme ça, on n'a pas d'argent. On a beaucoup de sponsors. C'est les sponsors davantage. Voilà, les sponsors vont commencer à te payer ceci, à te donner à te payer des billets d'avion pour aller faire telle ou telle compétition. Mais il n'y aura pas vraiment de plan de carrière après. C'est à toi d'avoir le maximum de recul pour commencer à penser, à te dire, Anthony, voilà, tu prends de l'âge, tu es en train de vieillir, après tu fais quoi? Alors même là, c'est pas encore organisé sur le plan du culturisme. Non, c'est pas encore organisé, c'est à nous-mêmes, c'est nous de le faire. Moi, il a fallu que je commence à monter une première salle et que je me dise que j'ai envie de faire une chaîne de salles en France, peut-être une chaîne c'est à nous de faire ça. Mais si aujourd'hui je me blesse, si j'avais pas fait ça, je serais dans la rue, évidemment. Peut-être que j'aurais regretté d'être parti du Cameroun. Mais un truc est super, il faut vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un vient des États-Unis, de l'Europe, qu'il est meilleur que nous. Qu'il est meilleur que ceux qui sont... Il a peut-être une ouverture de par le fait qu'il apprend, le fait qu'il voit, qu'il étudie quelque chose. Il va apporter en plus, c'est vrai, mais il faut qu'on arrête de les prendre pour des yeux. Alors, mais quand vous parlez d'argent, vous dites que chez vous, vous ne parlez pas trop d'argent, on peut quand même être d'accord, vous et moi, que pour réussir, comme il n'y a pas d'argent, tout de suite, là, pour réussir, il faut cravacher dur, non? C'est ça? Pour réussir dans la vie, de toute façon, de toute manière... Non, au foot, c'est pas aussi dur que ça. Hein. Au football, c'est pas... Un contrat, c'est parti. Les footballeurs, ils ont tout. Au foot, un contrat, c'est parti. Au football, tu prends... Après, je dis, je peux pas tirer sur eux parce que on dit chacun son don. T'as les jeunes qui sont là, le mec, il court pas, il fait rien, il tape le ballon, il fait ceci, ça tape, il roule sur des millions. Mais ça, c'est le football. C'est pas comparable du tout. Mais, je dis juste que quand ces jeunes sont abandonnés, nous, on s'en occupe. Voilà, merci Anthony. Alors, Pascal Blaise, vous avez joué au handball à un niveau suffisamment élevé aussi. Les contrats, vous en avez signé quand même? Honnêtement, les sports au Cameroun, je compte ceux dans lesquels on signe des contrats. Le foot, c'est récemment, et puis encore là-bas aussi, les contrats sont des contrats pour la forme. Je compte ceux dans lesquels on signe des contrats. Je vais prendre un exemple. Ça fait peut-être 2 ou
3 ans qu'on a commencé à signer des contrats au handball. C'est-à-dire, il a fallu que certaines personnes, on a appelé, on va un peu dire, comme aujourd'hui, M. Paulin Youmsi, qui est président de Zico, on dit, ça a été les Qataris, ça a été le Qatari du handball camerounais, parce qu'honnêtement, il est parmi les premières personnes à faire signer des gros contrats à des athlètes de handball. À côté de cela, il y avait l'ambassadeur Roger Mila avec le TKC. La plupart de fois, c'est quoi? C'est ce sur quoi on peut dire merci à son excellence. Parce qu'au TKC, il a mis cette politique-là, même si vous n'avez rien à la signature du contrat. Quelque temps après, pour votre carrière, c'est-à-dire quand on dit gestion de carrière, après le jeu, qu'est-ce que vous ferez? L'ambassadeur, lui, il a dit, ok, j'ai peut-être des ouvertures. Aujourd'hui, vous allez voir des anciennes joueuses de TKC à la CNPS, à Camtel. Ouais, pour la plupart. C'est-à-dire, ça a été sa politique. Et pareil pour monsieur Paulin Youmsi, président de la Fondation Zico. Il a, on va dire, il a la chance, il a les établissements Zico qui sont aujourd'hui le premier employeur de ces athlètes. Ça veut dire, dès l'instant que vous signez un contrat en Zico, vous avez votre prime de signature. Lorsque vous n'êtes pas, parce qu'il y en a qui sont fonctionnaires, mais lorsque vous n'avez rien à faire, ils vous offrent un emploi. Ça veut dire, il y a quand même quelques dirigeants de clubs qui sont en train de comprendre cela. On voit la même chose aujourd'hui avec le maire de Bokito, M. Ernest Oloumé, qui fait également un effort de le faire. C'est-à-dire, même si ici l'athlète a peut-être un petit salaire de 80 000, c'est mieux que rien, parce qu'avant, il n'y avait rien. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion de la carrière du joueur, vraiment c'est compliqué, c'est compliqué. Il faudrait que les présidents de clubs soient unanimes, comme ce soit des hommes de cœur, comme le dit Anthony. Il ne faut pas qu'on mette l'argent en avant. Mais le problème que nous avons, aujourd'hui, vous allez voir, c'est ceux-là qui se disent, je préfère le dire, qui se disent agents de joueurs. Nous avons eu je ne vais pas dire une fuite, mais nous avons eu tout un costaud par terre, un contingent de jeunes joueurs qui sont partis du Cameroun parce qu'on disait, non, on a une ouverture en Turquie. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils partent, un an de compétition après, celui-là, il n'a plus de club. On n'entend plus parler de lui. C'est quel contrat que tu signes? C'est-à-dire, on va dire sur une durée d'1 an. Le contrat, il devrait aller au bas mot à 2 ans. Parce qu'au Cameroun, notre petit Cameroun là, on renouvelle la licence après 2 années. On renouvelle la licence chaque année, mais vous ne pouvez pas jouer dans 2 clubs différents la même année ou alors 2 années. Vous devez au moins passer 2 années dans un club. Mais quand déjà de l'autre côté, on va vous dire le joueur X joue dans tel club en Turquie l'année dernière, en début de saison, on va vous dire que non, il est parti dans tel autre. On va vous dire, il y a ce jeune homme qui a été amené en Turquie par telle personne. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore de club. Même au handball, on les reconnaît. Voilà. Alors, Pinon, on sait que pour ce qui est du Cameroun, notamment les contrats, on ne les signe pas beaucoup dans le sport. Dans le football, très récemment, on a commencé à signer des contrats, mais ils sont rarement respectés. Les joueurs se plaignent sous la table. Ils ont même peur. Ils ont la peur de revendiquer ce qui doit leur être dû. Et ils préfèrent passer par les médias, et puis non, quelquefois, pour lui envoyer des messages et lui dire, écoute, depuis 8 mois, on n'a pas de salaire. On devrait continuer à fonctionner comme ça dans le sport de haut niveau. Bon, écoutez, ça m'amuse parce que vous décrivez effectivement ce qui se passe. Mais moi, je ne porte pas la voix des gens comme ça. Moi, je ne fais pas ce genre de travaux-là. Parce que... Vous devez les aider. Tout à l'heure, Anthony demandait de plaider pour la cause de ceux qui n'ont pas de force financière. On les conseille et on les appelle à être sérieux. Vous savez, il y a à peine 3 semaines de cela, j'ai fait un plateau avec
un entraîneur, et pas n'importe quel entraîneur. Si vous donnez son nom, vous avez la chair de poule. Qui me dit, on parlait justement de ces affaires de contrat et de gens qu'on paye et qu'on ne paye pas. J'ai dit, mais comment? Vous dites qu'on ne paye pas les gens, comment? Vous êtes... Donc il voulait dire comment les entraîneurs sont des employeurs et tout. Je dis, mais comment? Un employé, un entraîneur, c'est en principe un employé. Tout à fait. Donc là, vous n'avez pas un contrat dans votre... Il dit jamais, lui n'a pas de contrat. Je dis, mais comment? Vous n'avez pas de contrat. On arrête l'émission là. Parce que si vous n'avez pas de contrat, ça veut dire que c'est un mauvais message qu'on est en train de passer. Bon, je montre cet exemple pour dire que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais vous avez un employé qui vous dit qu'il ne fait pas ce contrat. Pourquoi? Vous dites que, bon, écoutez, travaillez, monsieur, vous savez payer. Non, écoutez, je crois que c'est pour ça qu'il y a un encadrement juridique à tout ça, non? Au niveau de la Ligue professionnelle de football, par exemple, on estime que les entraîneurs doivent avoir des contrats, les joueurs doivent avoir des contrats. D'ailleurs, il y a, au niveau des salaires, il y a des minima, c'est-à-dire qu'il y a des planchers au-dessous desquels on ne pourrait pas aller. Mais quand on voit des reportages, j'ai vu un reportage ici justement, je crois il y a 2 semaines, de 3 joueurs qui habitaient une chambre et qui décrivaient leur vie en Elite One. Qui on dit que c'est le football professionnel. Hein? Quand je dis Elite One, je ne veux pas aller plus loin, je veux dire, on montre des images pour dire que tout ça... c'est que chez nous, on met souvent la charrue avant les bœufs. On ne s'entoure pas du minimum qu'il faut à la base. On ne veut pas structurer les choses pour que quand on monte un projet sur ces choses-là, que ce soit un projet soutenable. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez un club qui a du mal à faire voyager son équipe du début à la fin de la saison, vous espérez que c'est les salaires qui vont payer comment? Ou alors que c'est les primes de match ou d'entraînement qui vont payer comment? Je crois que la survie du club, c'est d'abord que celui-là aille jouer les matchs et revenir. Bon, il y a des gars qui partent, ils arrivent en Gaoundé, ils commencent à commander l'argent, ils font des jours supplémentaires. Parfois, on renvoie le match, parce qu'à la Ligue aussi, on sait qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, vous avez des gens comme ça qui ont des projets bizarres, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de monter. Il y a des présidents de clubs ici. Vous avez l'habitude de recevoir ici un président qu'on appelle Akoué Domingo. Ouais. Les gens se moquent de lui. On dit que son club fait la navette entre la 4e division et la 3e division. Et lui, il dit, moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que son projet, il sait que, en fait, je crois, hein, il a la formation. Oui, s'il va au-delà, c'est-à-dire que si son club est appelé à faire les voyages sur le nord, l'extrême nord, il va fermer. Donc lui, il sait qu'entre Yaoundé et Malmayo, il peut jongler là. Et il forme donc il se spécialise dans la formation. Ça veut dire qu'il recrute surtout des joueurs qui sont jeunes. Alors, quand vous êtes déjà un peu grand, il vous laisse partir dans les clubs qui peuvent payer les salaires et ainsi de suite. Puis non, Pascal Blaise a parlé de quelque chose tout à l'heure de très important. Le profil de carrière. Ces joueurs-là qui n'ont peut-être pas la possibilité de signer des contrats parce que les employés eux-mêmes ne sont pas solidement assis sur le plan financier, mais ils leur offrent quand même des opportunités de travail. On a vu ça dans le championnat camerounais à l'époque. Les Midarantes et les Koundé et tout cela, ils travaillaient quand même. Le travail n'est plus facile. C'est pas seulement pour les joueurs. Le travail n'est plus du tout facile. À l'époque, quand vous aviez un président de Canon qui s'appelle Koungoué Dima Ferdinand, mais Koungou met à la SNEC, il a dit, il appelle le directeur de la SNEC, il dit, même moi le petit là-bas, et on comprend. Maintenant, quand vous dites au directeur de la SNEC de prendre quelqu'un, il commence à, je peux me l'affecter ou il commence à voir si on peut vous envoyer au cadre. Du coup, vous n'allez même plus jouer où vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de poste. Donc, on ne peut plus résoudre les problèmes de cette façon-là. Maintenant, cette affaire de contentieux et gestion de carrière a une double dimension. Vous pouvez aborder le problème sur le plan local. Mais vous pouvez aussi l'aborder sur le plan international, comme le manager sur bon, excusez-nous, on a pris l'habitude de vous appeler les managers. Donc, il y a cela. Donc, sur le plan local, je crois, et à la télé, on joue aussi un rôle d'éducateur. Il faut que les enfants comprennent qu'il faut aller à l'école. C'est-à-dire, vous êtes un gars à l'école, en 3e, il vous dit que lui, il laisse l'école, il va jouer au foot. Merci. Et vous avez pris un mauvais exemple tout à l'heure. Si tu décides de jouer au foot alors que tu as abandonné avant le BPC, et tu fais 2 ans, tu te blesses. Après 2 ans, tu fais comment? Mais c'est terminé là. Mais le problème, c'est qu'après 2 ans, il est déjà en Europe. Bon, en espérant qu'il aura la chance d'y aller. Hein. Il y a un agent Grigoudi qui a voilà. Donc en espérant qu'il aura cette chance, parce qu'ils sont très nombreux, ceux qui, moi j'en connais au quartier, qui sont grillés après 1 an. C'est-à-dire, en début d'année, il te met la pression, je veux jouer, tu veux jouer dans... Parce que moi je l'ai demandé souvent, quand toi-même tu te vois jouer, tu vois que tu peux jouer dans quel club? Il dit, je veux jouer dans Canon. J'appelle le coach de Canon, il dit, regardez-moi un peu le joueur ici, il voit. Et puis, le rythme d'entraînement dans Canon, le gars est blessé avant le début de la saison. Terminé. L'école, il ne veut pas, le foot, il ne peut plus. On fait comment? Donc, il y a ça. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'organisation, de structuration, du niveau même de financement des clubs, qui ne sont pas à la hauteur de l'élite, ainsi de suite.
Et les problèmes comme ça nous ramènent à d'autres choses. L'élite au Cameroun, c'est quoi? Est-ce qu'on peut repenser l'élite? Est-ce qu'on peut repenser une élite avec 5 clubs, 6 clubs, 8 clubs, 9 clubs? Ou alors une élite avec des conditions pour accéder à l'élite, notamment des conditions de sécurité financière. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'un club de football d'élite peut présenter un compte de 100 millions, une provision de 100 millions en début de saison, avec une traçabilité, des choses qui peuvent, c'est-à-dire qu'on soit sûr qu'ils peuvent voyager, qu'ils peuvent donner le minimum, c'est-à-dire pour l'élite tout, 50 000 par mois, par joueur, ils peuvent donner 100 000 si c'est l'élite one par jour. Je ne veux même pas parler des karaté, des baskets et des handball, parce que là-bas, vraiment, les gars font ça par amour. Eux-mêmes, ils aiment ça. Et il n'y a pas de problème, ils se contentent de ça. Mais honnêtement, je crois que dans la nouvelle loi qu'on décriait l'autre jour, il y a un truc comme ça, il parle de... gestion de carrière. Pas de statut de sportif de haut niveau. Le statut du sportif de haut niveau. J'espère que la solution viendra de là. Mais là encore, j'ai l'impression qu'on va adosser ça sur l'État. Mais est-ce que l'État sera à la hauteur? Parce que nous sommes dans un environnement où c'est les particuliers qui apportent les moyens dans le sport pour que celui-ci se développe. Est-ce qu'en voulant encore adosser ça sur l'État, on ne va pas avoir les mêmes problèmes qui est. Donc je crois qu'il faut penser le sport pour que les mécènes y entrent, que des gens qui peuvent apporter des financements durables y entrent. Ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on pourra avoir des gens qui ont des projets de carrière dans le sport. D'ailleurs, moi j'ai plein d'amis qui ont joué. Quand vous voyez Enon Gachou, c'est mon camarade à l'université. On a fait la faculté ensemble. Mais à l'époque où on était à l'université, il jouait dans l'équipe qu'on appelait à l'époque Fogab de Yaoundé. Bon, quand vous jouez dans Fogab, ça veut dire que vous avez une certaine vision. Et puis après Fogab, il rentre à l'INJS. Il va d'abord à Djalakwa, je crois que il y a au Popo, on appelait Tico United, quelque chose comme ça. Il va là-bas. De là-bas, il rentre à l'INJS. INJS, il est professeur d'éducation physique. Il se spécialise en football. Et voilà un gars qui a tracé sa voie. Donc, moi, je crois que la solution pour tous ces enfants qui nous regardent, c'est que, comme ils sont banconnés, ils sont nombreux à nous regarder, il faut aller à l'école, les enfants. Il faut commencer par là. Aller à l'école. Parce que quand vous avez le bac, vous avez plusieurs possibilités. Et vous offrez d'autres choix à ceux qui vous encadrent. C'est-à-dire que quelqu'un peut facilement intervenir pour dire, j'ai mon fils là qui a le bac là, est-ce que vous pouvez. C'est plus facile comme ça. Et l'INJS, normalement, devrait aussi être une école pour les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que ça devrait être une porte où on ne prend pas des gars qui sont de nulle part, ils entrent à l'INJS. Non. À l'époque même d'ailleurs, à un moment, ça a été ça. Donc des gars qui ont joué en élite, et qui ont fait le handball d'élite, qui ont fait le basket d'élite, qui ont fait le judo, ainsi de suite. C'est eux qui rentraient à l'INJS dès lors qu'ils remplissaient les critères de diplôme et ainsi de suite. Voilà, donc normalement, l'école, c'était des recrutements de sportifs qui étaient faits. Nous prenons quelques 5 messages et nous revenons sur le plateau. Bonsoir, M. Bonga. J'ai été pris d'assaut par le retard à votre émission et je voudrais, s'il vous plaît, que vous reveniez sur un petit résumé concernant le tournoi handball mémorial des étoiles. Je vous remercie. Et il démarre demain. Le tournoi des étoiles démarre demain à l'école des postes à partir de 10h. Pour ceux qui aimeraient s'y rendre, vous allez vous y rendre demain. Toutes les informations là-bas. Bonsoir le plateau. S'il te plaît, Pinon, aide-nous à rappeler à ce consultant de l'Omnisport que l'honnêteté est une vertu, qu'ils sont responsables avec le ministre de l'installation de ce qu'il appelle la normalisation. L'entraîneur est là qu'il est. Le message est. C'est codé, j'ai compris, mais je ne réponds pas comme c'est codé. Bonsoir monsieur, moi c'est Landry. Comment faire pour être en contact avec un agent de joueur? C'est de ces jeunes copains dont vous joue d'abord bien, mon petit. On va te chercher. Bien, bonsoir à vous, monsieur Bonga. Bonsoir au reste du plateau. Bon, je crois que c'est un ami depuis Yagua qui regarde ce programme. Ouais. Bonsoir à vous, monsieur. Pourquoi ne pas donner cette place à un Camerounais d'origine? Moi, je me nomme Sangong Angalang Joachim Biber. C'est un vieux débat désormais. Hein. Oui, on n'est plus dessus. Bonsoir à vous. Pinon a peur de quoi pour avoir un garde du corps? Non, Pinon n'a pas de garde du corps. Je crois qu'il suppose. Comment on va ça? Il parle peut-être d'Anthony là. C'est donc encore passer la shortlist. Pourquoi a-t-on fait voyager les gens à l'étranger pour aller auditionner les entraîneurs? Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Je crois que c'est quelqu'un qui. Voilà, on va lire les autres. Par la suite, on revient tout de suite avec vous, Christian Bongo, pour comprendre comment est-ce qu'on devrait gérer la carrière d'un sportif de haut niveau, parce qu'il est vrai qu'ils sont nombreux qui partent et qui ne parviennent pas à percer, qui ne peuvent pas passer de contrat. Il y en a même qui partent et qui ne parviennent pas à faire un seul test
dans un club. Pourtant, partant d'ici, l'agent, le manager, les rassure c'est qu'il y a de belles choses devant. Pour ceux qui réussissent à voyager, parce qu'aussi, il y a beaucoup d'escrocs qui prennent de l'argent et qui par la suite ne font même pas voyager. Pour ceux qui voyagent et qui réussissent à signer un contrat, comment doivent-ils gérer leur carrière? Parce qu'on a quand même le sentiment aussi que plusieurs joueurs qui ont réussi à signer 1, 2, 3 contrats, après 6 saisons, deviennent plus pauvres que ceux qu'ils ont laissés au Cameroun 6 ans plus tôt. Oui, ça c'est une question fondamentale. Je pense qu'elle rejoint ce qu'Anthony a dit tout à l'heure. Parce qu'il est constant que la carrière du joueur en général et du joueur professionnel est extrêmement courte. Dans le cadre de nos activités, nous faisons également ce qu'on appelle le conseil en gestion de patrimoine. Et vous savez, lorsqu'un joueur gagne déjà, je m'excuse pour les Anthony où ils n'ont pas d'argent. Dans le football, on ne parle que d'argent. Donc là, vous allez vous accommoder. Quand vous entendez que Messi plafonne à 35 millions d'euros l'année, donc on nous rabâche. Et le football, ça produit de l'argent. Et c'est une affaire de business. Simplement, comment gérer la carrière d'un footballeur pour qu'il ne soit pas en souffrance à la fin, n'est-ce pas, de cette carrière-là. Parce qu'à 30 ans, 35, 36 ans, le joueur de football est déjà en retraite. C'est pourquoi, au départ, il faut que ces footballeurs fassent, n'est-ce pas, appel ou s'attachent les services de vrais agents de joueurs, ceux qui sont reconnus par des instances nationales et internationales de football. Et Anthony disait tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un est venu raconter ciel et terre qu'il est un agent et vous ramène quelque part, après il vous abandonne. Un vrai agent de joueur n'abandonne jamais un joueur parce que pour lui, le joueur c'est un projet d'une vie. Et ces difficultés, n'est-ce pas, sont résorbées parce qu'en fait, lorsque vous ramenez un joueur à l'étranger et qu'il signe son contrat dans les meilleures conditions, la chose que vous faites derrière, c'est de le conseiller, de lui donner des conseils dans le placement et dans la gestion de ses revenus. De sorte que, à sa retraite, n'est-ce pas, il puisse justement être quelqu'un qui soit capable, n'est-ce pas, de s'en sortir. Et même si votre joueur se blesse, nous avons eu des cas pour ce qui nous concerne dans le cadre de l'association qu'on est des agents de joueurs, vous êtes tenu, si les clubs les abandonnent, à les prendre en charge, à les traiter, donc à les soigner, à lui faire redevenir un footballeur de bon niveau et à lui trouver une autre opportunité. C'est un investissement de tout temps. Simplement, aujourd'hui, 80% de personnes, du moins dans le monde du football, qui pratiquent cette activité au Cameroun, ne sont pas de vrais agents de joueurs. Ce sont des usurpateurs et la plupart de ces enfants-là suivent ces personnes et quand ils ont ces difficultés à l'étranger, il n'y a plus personne pour s'en occuper. C'est pourquoi nous remercions Vision 4 aujourd'hui de nous donner cette opportunité de bien faire les précisions. Ce n'est pas tout le monde qui est agent de joueur. Pour être agent de joueur, il y a un règlement de la FIFA qui a été édicté depuis même avant 2001. En 2001, jusqu'en 2015, il a été réorganisé et depuis avril 2015, il a encore été réaménagé. Et vous allez sur le site de la FIFA, vous allez trouver règlement pour la collaboration avec les intermédiaires. Je ne sais pas pour les autres fédérations internationales, mais la FIFA a réglementé pour ce qui la concerne l'activité d'agent de joueur. Parce qu'une activité qui a un règlement, ça veut dire qu'elle est réellement réglementée, elle est officielle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en un mot? Ce qu'on doit comprendre que les joueurs qui ont plongé dans la pauvreté extrême après leur carrière de footballeur sont ceux qui n'ont pas confié la gestion de leur carrière à des experts. Oui, ils n'ont pas confié ils étaient mal encadrés, ils n'ont pas confié la gestion de leur carrière à des experts. Je vais vous demander de regarder. Et beaucoup ont été ruinés par leurs épouses aussi. Hein. Non, bon, je ne vais pas tomber dans ce débat-là, ça c'est autre chose. C'est le problème. Non, pas de famille, c'est le problème d'un joueur qui a gagné beaucoup d'argent et qui par la suite devient pauvre. Je vais vous convoquer de regarder la carrière des joueurs dont je viens de citer. Benjamin Mokanjo, Vincent Boubacar, Nicolas Nkoulou, aujourd'hui Zambouangui, Samarius. Quand ces joueurs seront plus que trentenaires, lorsqu'ils seront allés à la retraite, vous verrez que ces joueurs, même aujourd'hui où nous parlons, sont en train de faire de gros investissements immobiliers dans leur pays et sont entrés dans des investissements qui vont faire à ce qu'ils aient une meilleure carrière. Je vous convoque de suivre ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui sont encadrés par notre président national et plus généralement par l'association camerounaise des agents de joueurs. Donc, lorsque vous ne confiez pas votre carrière à des experts, vous courez justement le risque d'être abandonné. Et ça peut partir à 1 an ou 2 ans juste après votre carrière. Parce que celui qui vous a amené là n'était pas celui-là. C'est pourquoi excusez-moi d'insister là-dessus, nous envoyons un message clair aux parents et aux footballeurs. Si quelqu'un vient devant vous
et vous demande de l'argent pour vous donner une opportunité professionnelle, celui-là n'est pas un agent de joueur. Parce que l'agent de joueur investit sur son produit de la base jusqu'au sommet. Parce qu'il lui fait confiance d'abord. Il lui fait confiance, c'est un bon joueur. Comme Pinon disait tout à l'heure, le premier critère, c'est qu'il faut que tu saches déjà bien jouer au football. Il faut que les parents se disent que quand leur fils fait 2 passes, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera un grand footballeur. Des fois, nous disons aux parents, écoutez, monsieur, on a vu votre fils, mais vraiment, on vous conseille de le laisser aller à l'école, qu'il est à l'université, il trouve sa voie. Moi, si je vous montre ma boîte mail, même jusqu'aujourd'hui par WhatsApp, j'ai des parents qui m'ont écrit, comme mon numéro. Vous ont harcelé à la limite. Ils me disent, on veut que mon enfant a 15 ans, je veux que vous lui trouviez un centre de formation en Europe, je suis plus prêt à vous donner de l'argent. Je leur dis, c'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. D'abord, à moins de 18 ans, votre enfant ne peut pas être transféré à l'étranger. Parce que c'est le règlement qui le dit. On ne transfère pas un joueur étranger dans un autre pays à moins de 18 ans. Ce n'est pas possible. Celui qui vous dit qu'il va prendre votre enfant à moins de 18 ans pour l'Europe, ça c'est un arnaqueur. Les règlements ne le sauf sous des conditions extrêmement contraignantes. Voilà. Et ça fait que si vous donnez du flanc à des personnes qui peuvent vous escroquer, ça veut dire que vous êtes coupable de cela. Et autre chose, je parlais tout à l'heure de cette histoire d'agents de joueurs sur WhatsApp, Facebook. Et Antoine le disait très bien tout à l'heure. Ceux-là, d'autres viennent, mais d'autres, vous ne les voyez pas. Mais nous sommes surpris. J'étais sur un plateau avec Paul Baoken d'une chaîne concert à Douala. Je ne vais pas la citer ici. Il nous a fait savoir, et je reviens sur notre président national, qu'un proche à lui s'est fait escroquer de 300 000 par un Facebook nommé Nana Maxime. Et on l'a appelé pour dire, monsieur Paul Baoken, vous connaissez qui est Nana? Il dit, mais je connais cet agent de joueur. Mais il vient de nous prendre 300 000 francs pour des frais d'assurance. Mais c'est pas lui. Mais il dit, mais c'est pas lui. Nana Maxime, écoutez, quand même, soyez sérieux, il ne prend pas l'argent au football. Et c'est pourquoi nous insistons que si d'aventure vous voulez avoir affaire à un agent de joueur, il faut le convoquer physiquement dans un entretien. Il faut que vous le voyez déjà physiquement, comment le localiser, où il se trouve, qu'il soit à l'étranger ou au Cameroun. Et pire encore, s'il vient physiquement à vous et qu'il vous demande de l'argent, faites attention, celui-là n'est pas un agent. Voilà, on l'a bien. Il faut très bien comprendre ce concept-là et nous insistons là-dessus. J'espère que les parents comprendront que tout ce qu'il faut faire, c'est aller vers des personnes qualifiées. On l'a donc bien compris, personne ne se présente à vous demande de l'argent pour faire voyager votre fils. Personne. Quelqu'un le fait, c'est un marabout. C'est quelqu'un qui, c'est pas un agent de joueur, c'est autre chose. Alors, avec vous, Anthony, je voudrais que vous partagiez avec nous votre expérience, le profil de carrière. Je veux bien parler du profil de carrière. Comment doit se comporter un athlète qui arrive à l'étranger et qui veut quand même se frayer un passage? Comment doit-il se comporter sur tous les plans? Vous êtes un exemple, c'est pour cette raison qu'on pose la question. Oui, mais déjà, si j'essaie de parler un peu de mon parcours, de mon profil. Il est atypique? Je suis culturiste naturel professionnel, je viens naturel. Naturel. Voilà, le problème dans notre discipline, c'est qu'il y a beaucoup de dopage. Ouais. Mais quand je dis beaucoup de dopage, mais vraiment, il y a le dopage partout. Mais en culturisme, c'est pire encore. C'est pire. Et c'est un gros business, comme on parle de business. Et aujourd'hui, en Europe, je suis l'un des grands militants. Je lutte vraiment contre le dopage. Donc j'essaie de faire des séminaires partout pour sensibiliser vraiment les jeunes, les faire comprendre que une fois qu'on commence à utiliser les stéroïdes, c'est comme cracher en l'air, car d'une façon ou d'une autre, on finit quand même par les reprendre sur le visage. Ça, c'est clair et net. Tout ce que vous mettez comme piqûre dans votre corps, vous allez le payer parce qu'il y a des effets secondaires. Quand on se dope, on a les épaules qui vont gonfler, les bras qui vont gonfler, mais on a l'estomac qui gonfle, on a les organes qui gonflent aussi. Donc on a le ventre qui est dilaté. Et c'est très dangereux pour le futur. Parce que une fois qu'on a arrêté, généralement, vous voyez bien tous ces gars-là, plus tard, et ce sont les premiers à vous dire après, tellement ils sont mal sur le plan psychique, donc ils ont oublié de dire, je me rappelle, oui, je me suis dopé, oui, j'ai fait ça, oui, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils savent qu'ils ont triché. Alors, si je commence ma carrière par le faux, je vais finir ma carrière par le faux, je vais rester dedans, je vais baigner dedans, donc je vais tuer les enfants des autres, puisque je ne sais rien faire d'autre. Je ne pourrais rien faire d'autre. Donc, ce que je conseille toujours aux jeunes, c'est d'abord d'avoir vraiment du recul. Que ce soit les culturistes, que ce soit des footballeurs, que ce soit des handballeurs, les voleurs, tout ça. Un jeune qui n'a pas une éducation de base, un jeune qui n'a pas... Je ne parle pas de croyants, parce qu'il y a la croyance aussi. Moi, par exemple, je crois en la parole de Dieu, alors donc j'ai peur de certaines choses. Il y a des gens qui n'y croient pas. Quand tu crois, par exemple, tu sais que tu ne peux pas t'accrocher à l'argent. Donc tu auras un maximum de recul pour penser à ton avenir. Mais une fois que tu n'es complètement pas... Et si tu n'y crois pas, il faut avoir des agents. Des bons agents, attention, qui vont
avoir un plan de carrière pour toi. Parce que c'est vrai que quand on a l'argent, on est perdu. On est dans un monde virtuel. Il y a les bouteilles de Magnum qui volent partout. Il y a des filles qui sont à gauche, à droite, tout ça. Il y a des voitures, il y a des voitures, tout ça. Donc on part dans un truc pas possible où les gens ils deviennent juste abrutis. Excusez-moi, avec l'argent. Ils deviennent abrutis et ils ne pensent à rien. D'où avoir des gens comme vous à leur côté. Qui sont un peu plus lucides. Et qui n'ont pas trop d'argent. Parce que l'argent ne leur appartient pas, donc ils doivent être lucides. Donc je pense qu'il faut vraiment que les jeunes aujourd'hui, il faut tout faire, même si on est un grand footballeur, pour faire en sorte que notre tête rentre toujours dans le casque qui a été conçu pour lui, et non que notre tête devient énorme comme ça, qu'elle ne puisse passer des portes. C'est ça le problème. Alors, pour être comme vous, on fait comment? Parce que votre ventre, il est plein. On parle de plaquettes de chocolat. Alors, c'est vrai que il faut faire le régime. Le régime ne fait jamais d'actualité. Le régime, les femmes ne mangent plus. Les femmes ne mangent plus, elles font le régime, elles veulent avoir des plaquettes de chocolat. Elles ne mangent plus. Non, c'est pas ça. Il faut déjà dire aux jeunes qui nous regardent que j'ai 44 ans, quand même. 44. Je prends 44 ans le mois prochain. Ben ça. Voilà, vous voyez, voilà. Et ça fait 28 ans que je m'entraîne. 44 ans le mois prochain. L'entraînement, l'alimentation, c'est super important. Il faut vraiment faire très attention. C'est 70% du résultat physique. Aujourd'hui, je sais, ils sont nombreux, mes amis qui sont là. Vous connaissez le goût d'une bière? Justement pour ça, j'y reviens. Je dis, on boit tellement la bière au Cameroun. C'est bon, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est bon. Il faut vraiment éviter l'excès. Parce que la levure de bière, je vous assure, c'est terrible. Voilà, il faut faire les choses doucement. Les gars, ne me tirez pas dessus. Non, mais voilà, je suis juste en train de vous dire que c'est bien, il faut boire la bière, mais il faut y aller mollo. C'est bien, il faut manger gras, mais il faut y aller mollo. Donc, plus on va faire. Revenons un peu sur les footballeurs, par exemple. Moi, j'ai des footballeurs de haut niveau, des gars du Stade Malherbe, parce que moi, je suis du côté de Bac-Normandie, voilà, de Caen, tout ça. J'ai des gars du Stade Malherbe qui viennent, des gars qui ont arrêté de faire le sport. Le mec, il arrête le sport. Boum! Tout de suite. Je comprends pas. Le mec, il a passé 20 ans de sa vie à jouer au football, à faire attention à ce qu'il mangeait et autres. Il arrête. 2 mois après, Anthony, il faut que tu me fasses une diète. C'est chaud, là. Mais je comprends pas. Tu jouais pour l'argent ou tu jouais pour toi? D'accord, je jouais pour les deux. Mais bon, maintenant que tu as l'argent, prends soin de toi quand même. Je sais pas. Donc, ici, là-bas, je vais. Oui, allez-y, je vais te compléter. Je vais prendre juste quelques secondes pour parler de ce problème d'éducation. D'éducation que les agents doivent apporter à leurs footballeurs, à leurs joueurs. De bons et de vrais agents. Je vais convoquer des exemples très connus. Vous avez même débattu sur ce plateau. 2 joueurs, je l'ai dit en début d'émission, Vincent Aboubakar et Nicolas Nkoulou. Ce sont toujours des cadres de notre équipe nationale. Vous avez vu le traitement dont ils ont fait l'objet pendant la CAN 2017 par Hugo Bros. Nicolas Nkoulou a perdu sa place à l'équipe nationale. Il va jouer Teke à sa place. Vincent Aboubakar va jouer Ndip També à sa place. Est-ce que vous avez entendu ces gars faire des vagues? Est-ce que vous leur avez entendu pourrir le vestiaire? À chaque fois que Gobos leur donnait 10 secondes, ils donnaient le maximum d'eux. La preuve, Nkoulou égalise en finale, Aboubakar nous donne la qualification. Il faut dire que Nkoulou a été entrant dans ce match à la faveur de la blessure de Teke. C'est l'éducation que leur agent, Nana Maxime, vraiment, excusez-nous de le dire ici, leur donne depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que vous devez être des hommes intègres sur le terrain et en dehors du terrain. Si vous aviez affaire à des joueurs, à des égos surdimensionnés, mal éduqués, ces joueurs auraient pourri la tanière parce que Nkoulou, dans les Lions, ce n'est pas quand même n'importe qui et qui vient s'asseoir au banc de touche pendant toute une compétition et finit la compétition sans faire le moindre bruit. Sachez donc qu'il a quelqu'un quelque part qui lui a dit comment il devrait se comporter. Et ce quelqu'un-là, il est avec lui depuis plus de 2008. On parle de la team. Il y a une team. Oui, il y a une team. Donc, et les gens pensent que ces gars sont encadrés par des Blancs, pas des Européens. Ils sont encadrés par des Camerounais qui sont dans une association. C'est bien de le savoir leur aussi. Président est quelqu'un d'inter, il les donne cette éducation. Et c'est pourquoi je dis que l'agent de joueur joue également un rôle de second père, le vrai agent de joueur. Parce que le joueur, pour lui, ce n'est pas un projet ponctuel. Donc, tu ne vas pas le signer dans un pays A, tu prends ta commission et tu fous le camp. Quand tu le signes dans un pays A, tu veilles à ce qu'il soit performant, qu'il soit bien encadré, qu'il brille pour l'amener dans un autre pays B plus important. Et ton rêve se fait même, c'est de faire 10 ans. Regardez Jorge Mendes avec Cristiano Ronaldo. Et je vous dis qu'un contrat de médiation FIFA, c'est
tous les 2 ans, renouvelable par accord des parties, pas par tacite de reconduction. Ça veut dire que pour reconduire, il faut que vous asseyez, vous reconduisez. Si quelqu'un a fait 10 ans avec un joueur, ça veut dire qu'ils ont reconduit au moins 5 fois cette collaboration. Et qu'il y a une collaboration de confiance. De confiance. C'est pour dire que vraiment, nous convoquons nos petits jeunes footballeurs qui veulent être disciplinés. Voilà. Et à aller vers des gens qui peuvent leur donner un meilleur profil. Pascal Blaise, alors mais pour avoir ces attitudes responsables, ces attitudes éthiques qu'évoque Anthony, il faut quand même avoir un minimum, non? Parce que quand on n'a pas le minimum, on va manger gras. Quand on n'a pas le minimum, on ne va pas faire la diététique. On va manger ce qu'on voit et non ce qu'on veut. C'est vrai, Francis, on va manger ce qu'on voit et non ce qu'on veut. Et alors, pour résoudre ce problème, je reviens sur un simple fait. Tous nos sports, je vais dire handball, basket, volley et tous les autres, il est important parce que vous n'y gagnez rien. Pinon l'a dit ici, on joue au handball au Cameroun par amour de ce sport. Par passion. Il est donc important pour nous d'aller à l'école et dire, ok, aujourd'hui, je joue au handball par passion. Je suis allé à l'école, je peux faire ceci. Parce que honnêtement, la majorité des handballeurs que vous verrez aujourd'hui ont un petit travail. C'est pourquoi ils peuvent venir aux entraînements et rentrer avec rares, je dis bien rares sont les clubs où on vous donne 500 francs après une séance d'entraînement de 2 heures de temps. Francis, tu as poussé au ballon. Mais je le fais toujours. Hein, d'ailleurs, il y a des observateurs qui me disaient le week-end dernier que je peux encore aller en Iran. Bon, après 2 heures d'entraînement intense, qu'est-ce que tu peux manger pour récupérer avec 500 francs? Allons même jusqu'à 1000 francs. Non, mais plein de choses. Par exemple, là, les gens, ils doivent être enseignés. Là, vous venez de me dire qu'il y a des femmes qui ne mangent pas, qui se disent que la femme, elle ne mange plus et se dit que je ne mange plus, je vais maigrir. Mais non, c'est le contraire. Si tu ne manges plus, c'est très dangereux. Si tu ne manges plus, tu es sous-alimenté. Si tu es sous-alimenté, tu es un gros moteur qui ne pourra aller nulle part. C'est très dangereux. Même si j'ai 500 francs, par exemple, regarde, écoute, il y a ce qu'on appelle les glucides secs, il y a ce qu'on appelle les glucides lumineux. C'est-à-dire que c'est... J'ai 500 francs. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. C'est ce que je veux faire. Hein? C'est ce que je vais faire. Oui. Un exemple d'un athlète. Oui. Après, ça dépend. Moi, je ne mange pas des pâtes, par exemple. Parce que les pâtes, l'indice glycémique est trop élevé. Oui. Donc, je vais privilégier tout ce qui est riz blanc. Comme les Chinois. Oui. C'est pour ça que les Chinois sont tout le temps tout petits. Alors, avec 500, qu'est-ce que je fais? Avec 500, vous mangez quoi? Du riz? Avec 500 francs, il faut déjà que j'ai mes 5 repas avec 500 francs. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai quelque chose le matin. D'accord? Il faut que j'ai un fruit à 10 heures. Il faut que j'ai le riz, un tout petit peu du riz à midi. Il faut que j'ai un tout petit peu ma cuisse de poulet aussi le midi. Il faut que j'ai encore un fruit. On va éviter la banane. Bon, toi, t'es un handballeur, donc tu peux prendre la banane parce que la banane, l'indice glycémique, il est élevé aussi. Mais moi, si j'ai envie de faire seulement attention, ou une femme, elle va prendre une pomme, une poire. Et le soir, je mange des légumes. Antonio, vous avez cité, si je calcule, je suis... Maintenant, vous avez cité, si je calcule... Attends, je calcule. Oui. On a 2500. J'ai 500. Oui. Je prends les billets de maïs. Oui. Alors, mais avec 18 ans, c'était pas au même prix, hein, peut-être. Mais je sais pas, mais non, moi je mange les billets de maïs maintenant, encore j'aime ça. Oui, on va dire... Les billets de maïs pour 50 francs. Pour 50 francs. Non, on va dire 100 francs. Oui. 100 francs. Oui. Bon, je prends la bouillie de 25. Oui. Bon, je prends le jazz, oui. Le haricot de 25. Oui. Je suis à combien? On n'en vend plus. Il n'y a plus le haricot de 25. Ça ne coûte plus. Ça ne coûte plus. Bon, laissons ça. Bon. Oui. Un fruit d'orange, c'est 100 francs. Ah non, attends. Après, je m'en vais au village. Moi, je dors au village. Je prends non, mais Anthony, ce sera compliqué. Bon, 500 francs, oui, c'est chaud, oui, c'est vrai. Donc, on va fermer à 1000 francs quand même. Oui, donc 500, c'est chaud. Mais avec 1000 francs, on peut bien... Et c'est ça le problème, c'est ça le problème. Vous devez retourner à la maison. Oui, Francis. Alors, vous étiez en train de nous expliquer qu'avec 500, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec 1000 francs, c'est possible. Même avec 1000 francs, c'est-à-dire, je dis, les calories que vous perdez. Oui, c'est vrai. Il est compliqué de les récupérer avec l'argent que vous avez. Maintenant, vous allez vous rendre compte que, si je prends le cas de l'équipe des forces armées et police, par exemple,
Oui, où on a majoritairement des militaires. Les quelques civils qui sont là, c'est des gars sortis de l'INJS. Pareil en dames, ça veut dire c'est déjà des fonctionnaires. Ils partent jouer pour l'amour de ce sport-là. C'est pas pour ce qu'on leur donne. Bien sûr. Et je vous assure, c'est compliqué, Francis, c'est compliqué. Voilà. Alors, Pinon Mba, on sort de ces débats parce que c'est terminé. Il est 22h30, le temps est vite passé. On retient quand même qu'il y a beaucoup à dire sur le contentieux dans le sport de haut niveau et même sur la gestion de carrière de ces sportifs-là. C'est pas toujours évident. Il faut trouver d'abord le bon créneau, après les bonnes personnes qui t'encadrent. Il faut surtout trouver les bonnes personnes. Je crois que c'est là où ça commence. Le créneau même, c'est après. Quand vous avez des bonnes personnes derrière, elles vont trouver ce qu'il faut pour vous. Généralement, c'est les bonnes personnes arrivent quand vous avez déjà le créneau. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un fils qui joue dans Colombe. Beaucoup de gens savent que c'est mon fils. Chaque jour, il me dit, il m'appelle manager. Il m'a dit, manager, il faut que je parte. J'ai dit, tu n'arrives pas à jouer dans Colombe. Parce qu'il joue, donc il joue 2 journées. Après 2 journées, il disparaît 2 journées. Après, il revient, après 3 journées. J'ai dit, pour que je pense à te faire partie, joue d'abord un championnat entier. Et puis, je sais pas si vous comprenez. Tu es un mauvais manager, toi? Non. Mais un type qui n'arrive pas à jouer titulaire dans Colombe chaque jour. Comment je parle même de. Je fais comment pour parler de lui à quelqu'un? Donc je lui dis, joue d'abord tous les jours. Quand je n'appelle pas le coach, je ne veux même pas que le coach sache que tu es mon fils. Quand tu joues, parce qu'il y a les gens qui savent que c'est mon fils, parfois il joue, et il joue très bien d'ailleurs. Hein. On m'appelle, on me dit, mais tu n'es pas venu voir ton fils? J'ai dit qu'il joue. Quand il va bien jouer, je viendrai. Donc pour dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il faut encadrer les enfants. Il faut donner la vraie information à l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui, je peux causer avec lui, je dis, voici mon fils et tout. Mais c'est pas comme, je ne rends pas service à cet enfant à qui je veux faciliter. Il faut qu'il sache que ce n'est pas évident. Donc il team d'abord dans Colombe. La dernière fois, je lui ai dit, si Colombe descend, tu ne me parles plus d'affaires de football. Et puis il m'a dit, non, on va tout faire pour que Colombe ne descende plus. Et puis je crois qu'ils se sont mis, parce qu'on m'a dit que les 6 dernières journées, il a joué tous les jours et il a beaucoup contribué. Donc à ce moment-là, on peut analyser. Pour dire qu'il faut un avocat derrière, il faut un agent derrière. En fait, l'agent et l'avocat, c'est un peu les gens qui vont ensemble pour accompagner le joueur. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand vous avez un contrat, il faut le faire respecter. Si quelqu'un viole une seule disposition de votre contrat, il faut l'inquiéter. Il ne faut pas qu'il reste tranquille et puis il fait ça à quelqu'un d'autre le lendemain. Donc, comme on leur a dit qu'on doit leur donner 100 000, je vais d'abord veiller à ce que les gens de Colombe lui donnent 100 000 par mois. Si on n'a pas donné, je vais les déranger. Voilà. Donc, et après, on pourra voir d'autres possibilités. Donc, pour les enfants... Mais celui qui a aussi joué tous les matchs et qu'il a été dans non, les primes de match, c'est autre chose. Mais le salaire, ça n'a rien à voir. C'est une obligation. Donc en fait, c'était juste un cas pratique pour que les gens comprennent que il ne faut pas mentir les enfants. Il faut donner la bonne information aux enfants, leur dire de se former. C'est très important de se former pour avoir une autre vie. Parce que le sportif d'un haut niveau, ça ne met pas très long au haut niveau. Donc quand vous partez de là, il faut avoir un point de chute. Sinon, tout le monde va se moquer de vous. Voilà, merci cher monsieur d'être venu ce soir. C'est terminé les 22h de 31 minutes. On a pris une minute à notre régie. Merci Christian Bongo, Anthony Bessala, Pascal Blaise. Demain, le Mémorial des Étoiles démarre justement à 10h à l'école des postes de Yaoundé. C'est une compétition pour jeunes. Il faut être âgé plus de 18 ans. 18-20 ans au maximum. On attend tout le monde. Voilà. Pinongba, merci d'avoir été là ce soir. La rediffusion de ce programme, c'est samedi à 6h30 minutes. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour notre production sur la même télévision. D'ici là, bonne continuation.